Même si ça paraît complètement absurde si on l'entend pour la première fois, il est néanmoins tout à fait possible de ne plus se prendre pour quelqu'un qui se situe quelque part. D'ordinaire, on se prend pour quelqu'un et on se sent être quelque part, vivre quelque part, à un endroit plutôt qu'à un autre. Eh bien, il est tout à fait possible de ne plus être quelqu'un et néanmoins de parler comme je le fais là, avec l'apparence d'être un parfait crétin, un parfait gugus, comme dirait Didier Weiss. Et celui-là est en effet quelqu'un, un personnage qui semble s'exprimer, mais ça n'empêche que l'expérience intime, c'est-à-dire ce qui est vécu réellement, ici, n'est pas ancré dans le sentiment d'être identifié, collé au corps et identifié au mental qui turbine, qui articule des choses, qui peut projeter des actions à faire. Les pensées apparaissent, bien sûr, le corps est là, dans l'expérience, plein de sensations. Tout ça est là vraiment comme d'ordinaire. Et néanmoins, il n'y a plus là d'identité à cela que je décris et que vous pouvez observer, c'est-à-dire ce personnage. Youhou! Là, il y a un personnage. Je le vois comme vous sur l'écran de ma télé, là, de ma caméra. Non, sur l'écran de l'ordinateur. Youpi, je vais y arriver. Je vois quelqu'un qui s'appelle François et que j'ai longtemps pris pour moi. C'est-à-dire cette apparence n'était pas perçue comme une apparence, mais comme la réalité de ce que j'étais. Or, suite à un cheminement, j'ai horreur de ce mot, suite à on ne sait quoi, enfin bref, il y a eu une progressive distanciation entre ce personnage et cela qui le perçoit. Progressivement, j'ai réalisé, à travers des lectures bien entendu, qui m'ont un peu aiguillé, j'ai réalisé que ce qui observe est nécessairement différent, ce qui observe est nécessairement différent de ce qui est observé, en un premier temps. C'est la logique ordinaire. Par exemple, si mettons, alors oublions ce que j'ai dit sur l'identité, mais si j'observe un arbre, je suis pas l'arbre. L'arbre est à distance. S'il n'était pas à distance, je ne l'observerais pas. Donc ça, c'est une première étape qui met la puce à l'oreille. C'est-à-dire, dans un premier temps, on se dit, ah bah oui, l'observateur ou ce qui observe n'est pas ce qui est observé. Donc, s'il y a là, dans l'expérience, la capacité, la possibilité de prendre conscience et d'observer un corps mental, un organisme doté d'un esprit qui s'appelle François Maton et qui a une histoire, s'il y a cette capacité d'observer cela,
cette espèce de gros package fait de ce qu'on connaît, quoi, du vécu, cette identité complexe. Si on peut l'observer, c'est donc qu'on est à distance. Sinon, on ne l'observerait pas. On n'aurait pas la distance pour avoir le sentiment de l'observer. Ça, c'est un premier truc qui peut mettre le doute. Et bien entendu, c'est pas suffisant pour ne pas se prendre pour quelqu'un, parce que il est tout à fait possible à ce moment là encore, j'ai pas envie de parler de cheminement, mais il est encore possible de se prendre à nouveau pour quelqu'un. C'est-à-dire, non plus celui que l'on observe, celui dont on a conscience, moi, l'objet moi, le personnage moi, mais on peut, du coup, se faire avoir et se dire, bon, je ne suis pas ce moi que je peux observer sur mon écran d'ordinateur, dans les miroirs, sur les photos que les amis prennent de moi. Mais alors, peut-être que je suis celui-là qui observe. Je suis plus l'observé, le personnage, mais je suis l'observateur. Et à ce moment-là, je suis encore quelqu'un qui observe, ou quelque chose qui observe. Et bien même ça, finalement, quand on l'examine de près dans l'expérience, en mettant de côté, c'est nécessaire évidemment, tout ce qu'on a accumulé comme connaissance à propos de soi et de ce qui nous distingue d'un supposé autre et de notre place au sein du monde, si tout ça, c'est-à-dire toute la connaissance, quoi, si on la met de côté, on la nie pas, on suspend un peu ces pseudo-certitudes. On se dit, bon, pendant un temps, je vais essayer de voir les choses, de ne plus les voir à travers ces pseudo-certitudes, et essayer de réexaminer mon expérience directement. Alors, on voit que ce que l'on met à ce moment-là de côté, ce sont essentiellement des concepts. Des concepts. Le concept du moi, le concept du sujet, le concept de l'objet, le concept de la distance, le concept du temps, tout ce qui structure notre expérience de personne. C'est-à-dire que l'expérience de la personne à laquelle on s'identifie ordinairement est une expérience structurée complètement et conditionnée par tous les concepts. C'est pas nouveau, hein, je prétends rien dire de nouveau, mais c'est toujours amusant d'y revenir parce que c'est quand même un sacré scoop. Quand tout ça est balayé, et ça n'est pas balayé en un instant, ça peut l'être, ça peut être, je veux dire, tout ce dont je parlais là, c'est-à-dire ce qui structure l'expérience d'un moi, d'une personne, d'un ego. Tout ça peut être pulvérisé dans une expérience d'éveil, soudain, sauvage, une extase, quelque chose une émotion très forte, ou au contraire la dissolution totale des émotions, d'un seul coup une ouverture, bon, très bien. Mais la plupart du temps, ce sont, si le cheminement, bordel, on y revient, mais il y a bien dans ce temps apparent, semble-t-il, quelque chose qui se passe et qui fait qu'une fois que l'on commence à s'interroger, comme le font depuis toujours, en principe, les philosophes, hein, depuis les Grecs et même les présocratiques, c'est revenir à la question qui suis-je, revenir à la question de l'identité. Qui suis-je, non pas en tant que François,
en tant que personnage social, ou en tant que... ça, on ne le sait que trop. Mais qui suis-je réellement? Ou que suis-je? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui est conscient? Avant de me dire, bah c'est moi, bon sang, évidemment, ça a toujours été moi, et j'évolue dans le temps, etc. Et je suis pris dans une histoire, comme tout le monde. Tout autour de moi vieillit. Moi aussi, je suis un corps qui vieillit, et donc tout est à sa place. Tu parles, tout est à sa place dans le rêve, oui. Tout est à sa place dans le rêve. Car si vraiment on se pose la question, en se débarrassant, en suspendant, en mettant de côté un temps les concepts et tout ça, qu'est-ce là, dans l'instant, qu'est-ce qui, en cet instant, et dans tous les instants, qui n'en sont qu'un, mais qu'est-ce qui dans l'expérience directe, perçoit les choses, ou du moins est conscient des choses, ou plutôt est ce mystère au sein duquel semblent apparaître des phénomènes, des couleurs, des sons qui génèrent des expériences, des sensations. Si on revient vraiment et qu'on interroge ce qui est conscient à la source, quoi, si on revient à la source de ce qu'on est, eh bien là, on ne trouve pas quelqu'un. Et ça déstabilise pas le personnage qui a besoin de se nourrir, etc., et de travailler, encore que le personnage n'a pas toujours besoin de travailler. Souvent, le personnage est conditionné à se faire croire qu'il a besoin de travailler pour manger. Déjà, ça, dans mon expérience, par exemple, j'ai jamais travaillé. Je suis pas fier, hein, j'ai tenté de travailler, j'ai tenté. J'ai vécu un petit moment, là on retombe dans l'histoire, ça devient glauque. J'ai vécu un petit moment à l'époque du RMI, mais ensuite même pas, quoi. De rien, ni d'allocation, ni de quoi que ce soit. Bon, il se trouve que je suis marié depuis longtemps et que tout se passe bien. Marié à quelqu'un qui gagne sa vie, un peu, mais rien de plus. Hein. Et ma foi, ça nous permet de vivre très bien. Et dans la mesure où je ne me prends pas pour quelqu'un qui a besoin d'expériences fortes, notamment de voyages, ou de multiplier les aventures amoureuses, etc., ben, il se trouve que j'ai besoin de rien pour vivre. C'est-à-dire 3 grains de riz, à peu près. Je sais que ça fait grincer des dents quand on dit ça, donc je le dis avec humour, c'est à prendre à un. J'ai beaucoup de chance. Le personnage François, on parle du personnage François, là je suis revenu à l'histoire. Mais mettons ça de côté. Et revenons à cette possibilité, envisageons cette possibilité qu'il n'y ait personne ici qui s'exprime, bien qu'il y ait en apparence un personnage qui s'exprime, et qu'il n'y a personne ici qui observe ou qui entend, mais il y a néanmoins observation, si on veut, et encore, conscience, écoute. Écoute de quoi? Conscience de quoi? Vision de quoi? Apparemment d'objets, apparemment séparés. Mais finalement, là encore, si vraiment on fait attention, on s'aperçoit que ce qui voit en cet instant, c'est-à-dire maintenant éternel, ce qui voit, ce qui entend, ce qui ressent, ne ressent rien, n'entend rien et ne voit rien à distance. Et donc, la perception n'est pas la perception d'objet. Ça, c'est
le sentiment de percevoir des objets, la certitude qu'on perçoit des objets, qu'on perçoit un monde à l'extérieur, duquel on est séparé, soit en tant que personne, petit gugus qui est là, ou soit en tant qu'espace d'accueil, comme dirait Douglas Harding, espace conscient. J'ai perdu le fil, mais on s'en fout complètement, on se fout de tout finalement. On se fout de tout d'un certain point de vue, qui est le point de vue, j'ai envie de dire, absolu, parce que du point de vue absolu, qui est celui auquel personne n'accède, mais auquel ça revient quand il y a réalisation qu'il n'y a personne, on se fiche de tout, puisqu'il n'y a pas que cette histoire apparente n'est qu'une histoire vraiment qui n'a pas de densité, c'est-à-dire que le temps est perçu comme un concept, comme une illusion, comme une fabrication très complexe, par un cerveau, en tout cas un mental très complexe, qui projette des choses qui donnent l'impression que le temps existe, et de la même façon, l'œil ou je ne sais quoi donne l'impression d'une distance, l'œil et puis les neurones, la mémoire, tout ça, fabrique une illusion de temps et d'espace, qu'on est persuadé être la vérité basique du monde physique. Quand on suspend toutes ces choses que l'on tenait pour absolument fondamentales, qui définissaient le réel, quoi, et bien à ce moment-là, les choses perdent de leur gravité, de leur importance. Donc, quand je dis on peut se foutre de tout, ça serait le piège si on est un personnage qui s'intéresse à tout ça, un moi, et qui avale tout ça comme des machins qui ne correspondent pas à son expérience réellement, et qui peuvent être des prétextes à se foutre de tout et à vivre dans l'indifférence. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du point de vue de l'absolu, il est évident que le relatif est plus que relatif. Il est quasi. Ce sont tous les phénomènes qui se produisent, même les plus graves, aux yeux de l'absolu, ne sont que des épiphénomènes. C'est 3 fois rien. Mais ça n'empêche que le personnage qui s'exprime là, François, est un personnage sensible, évidemment, et qui le reste, et puis très sensible, et qui est loin de se foutre de tout et de tomber dans le cynisme. Voilà, comme toujours quand j'ai l'élan, comme on dit, et ça m'agace aussi un peu. Il y a beaucoup de choses, de concepts, de formules qu'on emploie souvent dans la perspective dite non duelle, qui sont pratiques en un premier temps et qui peuvent devenir des tics et qui en tout cas sont vite fatigants quand on les entend souvent répétés par les uns et les autres. C'est pratique, mais c'est parfois un petit peu... ça peut donner l'impression d'être une espèce presque de langue de bois, quoi, en fait. Donc j'espère avoir évité, bien qu'ayant employé moi-même ces expressions, avoir évité la langue de bois. Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée.